42 ans, il est israélien et c'est un phénomène littéraire mondial. Prof d'histoire médiévale à Jérusalem, il est devenu le premier intellectuel global du 21e siècle avec son livre « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». C'est le livre préféré de Barack Obama. Emmanuel Macron l'invite à dîner, de Mark Zuckerberg à Bill Gates, toute la Silicon Valley ne jure que par lui. Nathalie Portman et Pamela Anderson sont fans. Il a vendu 12 millions de livres et pour certains, il est le penseur le plus important au monde. Yuval Noah Harari publie son 3e livre, celui-ci, 21 leçons pour le 21e siècle, et il est ce soir dans Quotidien. Bonsoir. Bonsoir Yuval, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Hello, it's good to be here. Très heureux d'être avec vous ce soir. Le penseur le plus important du monde, là c'était la une du Point. Quand vous lisez ça, vous dites quoi? Ils ont raison ou ils sont fous? Je ne sais pas au sujet de moi-même, mais je pense que les questions dont je parle sont parmi les questions les plus importantes au monde. Les questions comme que va-t-il se passer lorsque l'on peut pirater des êtres humains? Qui est le propriétaire de toutes les données de l'humanité, toutes les datas? Vous êtes devenu une star. Est-ce que vous aimez ça, être une star? Écoutez, il y a des bons côtés, mais en fait, c'est une responsabilité trop importante. Comment vous expliquez le succès mondial que vous rencontrez? En partie parce que nous vivons dans un monde mondialisé. Il faut une compréhension globale du monde et c'est ce que j'essaie de fournir. Et en partie parce que c'est l'aide de tous les gens autour de moi. Par exemple, mon mari qui est le véritable génie derrière le succès de tous mes livres. C'est votre agent? C'est mon mari et mon manager. Moi, je sais simplement écrire des livres. Lui, il sait tout le reste, comment les vendre. Vous avez donc publié Sapiens et Homo Deus et maintenant ce livre, 21 leçons pour le 21e siècle, un gros bouquin sur les grands enjeux de notre époque, la crise écologique, l'intelligence artificielle, les big data, les fake news, la crise des démocraties libérales. On va parler de tout ça, mais j'ai une question vraiment toute bête. Est-ce qu'on va droit devant le mur? Aller tout droit dans le mur, oui, avec nous-mêmes, oui. Oui. On crée nous-mêmes des forces qui sont au-delà de notre contrôle. Et nous ne savons pas quoi faire avec ces forces. Principalement, le pouvoir de pouvoir réarranger la vie. Là, j'ai pas compris. On va dans le mur, oui ou non? Are we going? Mais oui, pour l'instant, oui, j'ai l'impression que oui, parce que la seule façon de véritablement s'occuper des défis, que ce soit les défis du climat ou l'intelligence artificielle, c'est dans la coopération mondiale. Et nous détruisons les bases de la collaboration mondiale au moment où on en a le plus besoin. Parce que ça doit être évident qu'aucune nation ne peut arrêter le changement climatique par elle-même. Aucune nation ne peut réglementer l'intelligence artificielle et la bio-ingénierie. Est-ce qu'il y a un risque de voir la démocratie disparaître sur la Terre? Oui, c'est un risque très grave, très sérieux. La démocratie fait face à un défi sans précédent, principalement à cause de la montée des nouvelles technologies. Les réseaux sociaux. Non, pas simplement les réseaux sociaux, beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus que ça. La lutte entre la démocratie et les dictatures n'est pas simplement une lutte entre deux systèmes éthiques, c'est aussi une lutte entre deux systèmes pour pouvoir traiter des données et prendre des décisions. La dictature est un système qui concentre toute l'information en un seul endroit, où toutes les décisions sont prises. La démocratie distribue l'information et le pouvoir de prendre des décisions entre diverses institutions, d'organisations et d'individus. Au XXIe siècle, la démocratie a fonctionné mieux parce que lorsqu'on le concentre dans un seul endroit, ces données, personne ne peut véritablement les traiter suffisamment rapidement et prendre les bonnes décisions. Mais on n'avait pas les technologies au XXe siècle, mais maintenant au XXIe siècle, avec la montée des algorithmes et de l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus efficace de concentrer toute l'information dans un seul endroit. Et cela donne une poussée extrêmement forte dans la direction des dictatures. Et justement, vous parlez d'un monde où les algorithmes vont prendre le pouvoir. Petit 1, comment? Petit 2, quand? Est-ce que c'est loin ou est-ce que nous, on va le connaître? Et petit 3, est-ce qu'on peut y échapper?
Eh bien, ça se produit autour de nous. On voit, par exemple, un passage de l'autorité des humains vers les algorithmes. Ça commence avec des choses très simples, comme par exemple, quel film regarder, ou dans quel restaurant aller ce soir, ou simplement pour trouver son chemin dans la ville. On ne fait plus confiance sur ses sentiments, son expérience, on fait confiance aux algorithmes dans votre téléphone portable. Mais en 20 ou 30 ans, même les décisions les plus importantes, comme qu'est-ce qu'il faut étudier, qui épouser, eh bien, vous ferez de plus en plus confiance aux algorithmes, parce que l'algorithme vous connaîtra mieux que vous connaissez vous-même. Vous avez dit épouser? Oui, même les décisions comme qui épouser vont de plus en plus être comme ça. Dans certains endroits, ça va être volontairement parce que vous allez apprendre de votre expérience à faire confiance aux algorithmes. L'algorithme ne doit pas être parfait. Il fera quand même quelques erreurs. Mais pour le changement d'autorité des humains vers les algorithmes, l'algorithme doit simplement être meilleur que la moyenne des humains. Et c'est pas tellement difficile parce que beaucoup de gens font des décisions terribles, prennent de très mauvaises décisions, même les meilleures, les plus grandes décisions de la vie, comme pour qui voter ou qui épouser. Et, vous dites que les algorithmes pourront aussi dire qui est hétérosexuel et qui est homosexuel, dès le plus jeune âge. Oui, un des dangers, une des possibilités, c'est que l'algorithme connaîtra des choses sur moi que moi-même je ne connais pas, même des choses extrêmement importantes. Quand je pense à ma propre histoire, moi, je me suis rendu compte que j'étais homosexuel seulement quand j'avais 21 ans. Et je pense à l'époque où j'avais 15 ans ou 16 ans, et je ne peux pas le comprendre. C'était tellement évident, mais moi je ne le savais pas. Et aujourd'hui, ou dans 10 ans, même si vous ne le savez pas, l'algorithme le sait déjà. Peut-être que Amazon, Facebook savent déjà cela. C'est très simple. Par exemple, il faut suivre les mouvements des yeux, le mouvement de vos yeux. Quand vous voyez une photo, une image d'un beau gars ou d'une belle fille qui marche main dans la main sur la plage. Que font vos yeux? Sur quoi ils se concentrent? Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais l'ordinateur, il le saura en moins de 5 minutes. Donc, peut-être que vous ne le savez pas, mais ça vous montre déjà, Coca-Cola par exemple, veut vous vendre une nouvelle boisson. Donc, il va vous montrer la pub avec le type sans chemise et pas avec la fille en bikini. Et le jour d'après, vous allez acheter cette boisson. Et vous ne savez pas ce qui se passe en vous. Mais eux, ils vous connaissent mieux que vous connaissez vous-même. Vous vous rendez compte que vous nous faites flipper? Il faut être flippé, oui, ça doit être un problème politique majeur, et pour l'instant, ça ne l'est pas. Vous parlez même de hacking des cerveaux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, il y a beaucoup de débats sur le piratage de l'email, des ordinateurs. Mais la grande chose, c'est le piratage des êtres humains. Pour hacker un être humain, ça signifie qu'un système extérieur, un algorithme, me connaît mieux que je me connais moi-même. Et donc peut prédire quelles seront mes décisions et me manipuler mes désirs. Et pour cela, on a besoin de 3 choses. Une bonne compréhension de la biologie, les neurosciences, beaucoup de données et beaucoup de puissance d'ordinateur, puissance de calcul. Jusqu'à présent, dans l'histoire de l'humanité, personne ne l'avait. Même si le KGB ou la police secrète vous suivait 24 heures sur 24, ils n'avaient pas la connaissance biologique et le pouvoir de calcul pour vous hacker, pour vous pirater, pour comprendre ce qui se passait à l'intérieur de vous-même, dans votre cerveau. Mais maintenant, aujourd'hui, ou dans 10 ou 20 ans d'aujourd'hui, on aura des entreprises et des gouvernements qui auront suffisamment de connaissances biologiques, suffisamment de données, suffisamment de puissance de calcul pour pirater des êtres humains. Et je peux faire quoi si je vous hack? J'en fais quoi? Ça dépend qui vous êtes. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez me vendre des produits dont je n'ai pas besoin. Si vous êtes un parti politique, vous pouvez me convaincre de voter pour un candidat qui n'est pas bon pour moi. Si vous êtes un dictateur, vous pouvez savoir la minute à laquelle je commence à nourrir des pensées contre vous. La Corée du Nord, dans 20 ans d'aujourd'hui, chaque citoyen devra apporter un bracelet biométrique qui suivra
tout le temps votre rythme cardiaque et l'activité de votre cerveau. Et si vous entendez un discours de Kim Jong-un et que votre tension artérielle monte et qu'une partie du cerveau qui est liée à la colère commence à fonctionner, eh ben, vous serez au goulag le lendemain matin. La solution face à ces gros défis et ces menaces qui nous attendent, c'est quoi? Vous parlez énormément de méditation dans le livre. C'est vrai que vous méditez beaucoup? Oui, moi je médite 2 heures par jour. Chaque année, je fais une retraite longue entre 30 et 60 jours pour méditer. Ça fonctionne pour moi. Ça m'aide à être à la tête des algorithmes. Je dois me connaître et je dois connaître mes faiblesses avant que l'algorithme les découvre, parce que ça fonctionne sur les faiblesses. Quand vous essayez de pirater un ordinateur, vous trouvez la faiblesse dans le logiciel. C'est la même chose quand vous tentez de pirater un être humain. Vous essayez de découvrir quelles sont les faiblesses existantes, les peurs, les haines, l'avarice ou les trucs comme ça, ce que vous pouvez utiliser pour manipuler cet individu. Moi, je veux être en avance et connaître mes faiblesses mieux que l'algorithme. Pour d'autres personnes, ils peuvent utiliser d'autres méthodes, mais à côté de ce travail individuel, on a besoin aussi d'action collective au niveau de la société. Un individu seul ne peut pas en faire beaucoup. Il faut de l'action collective. Il faut par-dessus tout, réglementer la propriété des données et de réglementer le développement de l'intelligence artificielle. Et pour anticiper tout ça et être au courant, lisez 21 leçons pour le 21e siècle. On pourrait parler des heures avec vous. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Quotidien. C'est aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup Yuval. À bientôt. Bon séjour à Paris.